En 20 secondes, vous découvrirez comment un homme qui s'est moqué de la foi, a été sauvé par quelque chose qui, même aujourd'hui, ne peut être expliqué scientifiquement. Hôpital, lumière d'urgence. C'est l'histoire vraie de Léo Bernard, un ingénieur biomédical lyonnais, qui a passé 15 ans à nier l'existence de Dieu, jusqu'au jour où Dieu ne l'a pas renié en retour. Et peut-être, juste peut-être, votre propre vision du monde ne sera plus jamais la même après avoir entendu cette histoire. Bonjour mes amis, bienvenue sur notre chaîne, Histoire de transformation spirituelle. Je m'appelle Marie Dubois et je partage aujourd'hui avec vous l'une des histoires les plus marquantes que j'ai jamais entendues. Avant de commencer, j'aimerais vous poser quelques questions qui pourraient vous toucher. Vous êtes-vous déjà senti complètement abandonné par l'univers? Avez-vous déjà vécu des moments où votre logique et votre raison ne vous soutenaient plus? Ou peut-être êtes-vous comme Léo, quelqu'un qui construit toute sa vie sur des faits scientifiques, mais qui, au fond de lui, vit un vide que la science ne peut combler. Peut-être avez-vous perdu la foi après une tragédie personnelle. Ou peut-être n'avez-vous jamais cru en quelque chose au-delà de ce que vous pouvez voir et toucher, mais parfois, dans le silence du matin, vous vous demandez s'il n'y a pas quelque chose de plus. Si l'une de ces questions vous a interpellé, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et si vous cherchez des histoires authentiques de transformation, des histoires qui montrent que l'impossible est encore possible, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche. Chaque semaine, je vous propose des histoires vraies qui peuvent changer votre vision de la vie. Maintenant, préparez-vous à rencontrer Léo Bernard, un homme qui pensait avoir toutes les réponses, jusqu'à ce qu'il découvre que les questions les plus importantes ne se trouvent pas dans les livres de science. Léo Bernard, 34 ans, ingénieur biomédical au prestigieux hôpital Édouard Herriot de Lyon. Pour ceux qui ne le savent pas, Lyon est le cœur médical de la France, où les équipements les plus sophistiqués d'Europe sauvent des vies chaque jour. Léo est le genre d'homme qui s'épanouit dans la précision, chaque circuit qu'il conçoit, chaque machine qu'il calibre, peut faire la différence entre la vie et la mort. Dans son monde, il n'y a pas de place pour les « peut-être » ou les « miracles », seulement pour les mathématiques, la physique et les résultats mesurables. Ses collègues le décrivent comme « l'homme qui parle aux machines ». Le docteur Martin, chef de l'unité de soins intensifs, dit souvent « si Léo ne peut pas résoudre le problème, alors c'est irréparable ». Dr Martin, en 15 ans de collaboration avec Léo, je ne l'ai jamais vu échouer à résoudre un problème technique. Il a une intuition quasi surnaturelle pour le diagnostic, ironique, sachant qu'il ne croit pas au surnaturel. Mais quiconque observe Léo à la sortie de l'hôpital voit un homme différent. Seul. Un appartement minimaliste dans le 7e arrondissement de Lyon, un dîner pour une personne, des livres scientifiques empilés là où devraient être des photos de famille. À 34 ans, Léo ne s'est jamais marié. Ses relations se terminent toujours de la même manière, avec des femmes intelligentes, belles et intéressées, qui finissent par renoncer à tenter d'atteindre cette part de lui restée cachée pendant plus de 2 décennies. Mais il n'en a pas toujours été ainsi. Né dans une famille catholique traditionnelle d'Annecy, le petit Léo assistait à la messe tous les dimanches avec sa grand-mère Françoise. À 8 ans, il envisageait même de devenir enfant de chœur. Pierre Bernard, son père, était vétérinaire. Marie-Claire, sa mère, institutrice. Une famille bourgeoise française ordinaire, où la foi catholique était aussi naturelle que le petit déjeuner. Tout a changé quand Léo avait 12 ans. 1999, la petite Emma Bernard, la sœur cadette de Léo, âgée de 6 ans seulement, commence à présenter d'étranges symptômes, fatigue excessive, taches violettes sur le corps, fièvre constante. Emma était la lumière de la maison. Des cheveux blonds bouclés, des yeux bleus comme son père, un sourire qui illuminait n'importe quelle pièce. Léo l'appelait « ma petite étoile ». Le diagnostic est tombé comme un éclair, une leucémie aiguë lymphoblastique. En 1999, les traitements étaient bien moins avancés qu'aujourd'hui. Les médecins lui donnaient 40% de chances de survie. Pendant 8 mois, toute la famille Bernard s'est transformée. La maison est devenue une extension de l'hôpital. Marie-Claire a arrêté d'enseigner pour s'occuper d'Emma à temps plein. Pierre a fermé la clinique vétérinaire plus tôt que prévu pour être présent. Et il priait. Mon Dieu, comme il priait. Neuvaine tous les soirs, messe spéciale 3 fois par semaine, pèlerinage à Lourdes pendant les vacances scolaires. Lyon enfant, chaque jour, je promettais à Dieu, si tu sauves ma petite sœur, je deviendrai prêtre. Je te consacrerai toute ma vie. Je priais le chapelet en entier chaque soir et jeûnais le mercredi. Grand-mère Françoise dépensait ses économies de retraite en bougies votives.
Des milliers d'euros en bougies et en offrandes votives. La maison était remplie de saints, d'eau bénite et de reliques. Emma semblait bien réagir au traitement au cours des premiers mois. Il y avait un réel espoir. Les médecins parlaient d'une « rémission prometteuse ». Jusqu'à ce que la rechute arrive. Janvier 2000. Emma était hospitalisée depuis 3 semaines lorsque les médecins ont convoqué la famille pour une conversation difficile. Le docteur Rousseau était direct, Monsieur et Madame Bernard. L'organisme d'Emma ne répond plus au traitement. Les cellules cancéreuses se sont propagées. Nous avons fait tout ce qui était médicalement possible. Je te recommande de passer le plus de temps possible avec elle. Fais la paix avec elle. Emma est morte un matin de mars, alors que Léo tenait sa petite main à l'hôpital. Ses derniers mots furent « Léo, promets-moi que tu seras heureux ». Léo avait 12 ans. À cet instant, face au corps fragile de sa petite sœur, il a pris une décision qui allait définir les 22 années suivantes de sa vie. Hello Child a dit, s'il existe un Dieu, il est cruel. S'il n'existe pas, au moins la science ne ment pas. La science, au moins, essaie de sauver les gens pour de bon. Cette même semaine, Léo brûla tous ses objets religieux dans son jardin, chapelet, livre de prière et l'image de Saint Joseph qu'il avait reçu de sa grand-mère. Ses parents, dévastés par cette perte, n'eurent même pas la force de l'en empêcher. La famille n'a plus jamais été la même. Pierre s'est mis à boire discrètement. Marie-Claire a développé une grave dépression. Et Léo? Léo est devenu un vieil enfant du jour au lendemain. Les années suivantes furent consacrées à la construction méthodique d'une nouvelle identité. Léo devint le meilleur élève en physique et mathématiques de son lycée d'Annecy. C'était comme s'il avait canalisé toute sa souffrance dans une quête obsessionnelle de réponses rationnelles. Léo Bernard était un étudiant extraordinaire mais inquiétant. Il était presque morbidement dévoué à ses études. Il remettait tout en question, tout, vraiment. Même les théories les plus établies. C'était comme s'il cherchait à prouver que l'univers entier était compréhensible. Le professeur de physique. Au lycée, Léo s'isolait socialement. Il évitait les fêtes, les rendez-vous, et même les amitiés proches. Les relations sont des variables imprévisibles, disait-il à 16 ans. Je préfère les équations. Il est entré à l'école centrale Lyon avec les meilleures notes. Il a choisi le génie biomédical pour une raison bien précise. Je voulais prouver que la science pouvait faire ce que Dieu était censé ne pas pouvoir faire, sauver des vies. Chaque appareil que je concevrais serait une victoire de la raison sur le chaos aveugle de l'univers. À l'université, Léo est devenu légendaire pour son dévouement obsessionnel. Il passait des nuits entières au laboratoire à calibrer le matériel et à tester les circuits. Léo était brillant, mais effrayant. Il se moquait gentiment de ses coreligionnaires sans cruauté, mais avec ce sourire condescendant de quelqu'un qui avait dépassé ses croyances primitives. Il disait que la religion était une béquille psychologique pour les faibles. Mais il y avait quelque chose que Léo n'a jamais avoué à personne pendant ses années de construction de son identité sceptique, les cauchemars. 3 ou 4 fois par semaine, Léo se réveillait à 3 heures du matin avec le même rêve récurrent, Emma à l'hôpital, le suppliant de la sauver, mais ses machines ne fonctionnaient pas. Ça finissait toujours par un murmure, « Tu m'avais promis d'être heureux ». Je me réveillais en sueur froide, le cœur battant la chamade. Et puis je passais des heures au labo de l'université, à tester du matériel, à calibrer des machines. Comme si chaque réglage parfait pouvait réparer ce que je n'arrivais pas à réparer à 12 ans. À sa sortie, Léo a été pressenti par 3 hôpitaux différents. Son choix s'est porté sur Édouard Herriot pour une raison qu'il n'a jamais révélée à ses collègues. Il possédait l'unité de soins intensifs pédiatriques la plus performante de France. Durant ses premières années d'ingénieur, Léo a développé une obsession qui confinait au pathologique, ne jamais laisser une défaillance technique coûter la vie à un enfant. Je vérifiais chaque équipement 5 ou 6 fois par quart. J'effectuais des opérations de maintenance préventive qui n'étaient même pas nécessaires. Je restais tard pour recalibrer des machines qui fonctionnaient parfaitement. On me disait paranoïaque, mais je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. Et ça a marché. Pendant 15 années consécutives, aucun enfant n'est décédé suite à une panne d'équipement sous la responsabilité de Léo Bernard. Il est devenu une légende vivante à l'hôpital. Prix de l'innovation biomédicale de la région Rhône-Alpes en 2019. Reconnaissance nationale de l'excellence technique en 2021. Leurs améliorations des machines de dialyse pédiatrique ont été mises en œuvre dans 12 pays européens.
Mais le succès professionnel n'a pas comblé le vide laissé par Emma. Léo a tenté 3 fois des relations sérieuses. Ton ex-petite amie t'a dit, tu es un homme incroyable, Léo, mais c'est comme s'il y avait une part de toi que je ne pouvais atteindre. Une tristesse que tu ne laisses personne toucher. C'est comme aimer un fantôme. En vérité, Léo avait bâti sa vie entière comme un monument scientifique à la mémoire d'Emma. Chaque vie sauvée par son équipement était une lettre d'amour silencieuse à sa petite sœur qu'il n'avait pu protéger. Jusqu'à ce que le destin, ou peut-être quelque chose de bien plus grand, décide qu'il était temps pour Léo Bernard de faire face à des questions qu'aucune équation ne pouvait résoudre. Avant de continuer avec le moment qui a complètement transformé la vie de Léo, je veux faire une pause et m'adresser directement à vous qui écoutez. Peut-être vous reconnaissez-vous dans l'histoire de Léo jusqu'à présent. Peut-être avez-vous vous aussi érigé des murs de rationalité pour vous protéger d'une douleur profonde. Ou peut-être traversez-vous un moment où vos convictions les plus fondamentales sont remises en question. J'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires. Y a-t-il une vieille blessure dans votre vie qui influence encore vos décisions aujourd'hui? Avez-vous déjà eu recours au travail, aux études ou à toute autre activité pour échapper à une douleur émotionnelle? Partagez-la avec nous, car votre expérience pourrait aider d'autres auditeurs qui traversent des difficultés similaires. Et si cette histoire vous touche, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour que je continue à partager ces histoires de transformation. Passons maintenant au jour qui a tout changé pour Léo Bernard. 15 septembre 2023. Un vendredi qui a commencé de manière inhabituelle pour Léo Bernard. Normalement, il se réveillait à 6h15. Mais ce matin-là, il s'est réveillé seul à 5h30, avec une sensation étrange qu'il ne pouvait nommer. C'était comme si mon corps savait que quelque chose allait se produire, mais que mon esprit rationnel rejetait ses sentiments. Je ne croyais pas aux prémonitions, et je n'y crois toujours pas, d'ailleurs. Mais il y avait quelque chose dans l'air. Café noir à 6h30, rituel sacré. Passage en revue mentalement le matériel à vérifier. Léo avait une liste méticuleuse, 47 appareils sous sa responsabilité directe. Pendant le trajet vers l'hôpital, Léo a remarqué des détails qu'il ignorait habituellement. Le ciel était particulièrement clair, les feux de circulation étaient parfaitement synchronisés, il y avait moins de circulation que d'habitude. C'étaient des choses absurdes, mais mon esprit analytique a décelé ces schémas. Des années plus tard, je me demande si ce n'était pas des signes. Non pas que je croie aux signes, mais 7h15 revue matinale du matériel de l'unité de soins intensifs cardiaques. Léo a suivi une routine établie depuis des années, d'abord les respirateurs, puis les moniteurs cardiaques, et enfin les pompes à perfusion. Mais ce matin-là, quelque chose de subtilement différent. Des fluctuations d'énergie presque imperceptibles, des bruits qui ne devraient pas être là. Il s'agissait de signaux techniques que mes 15 années d'expérience avaient détectés, mais que les rapports automatisés classaient comme dans les paramètres normaux. Mon instinct professionnel me dictait d'approfondir mes recherches. Léo, ça va? Tu as l'air inquiet ce matin. Je vérifie juste quelques anomalies, Sylvie. Ce n'est probablement rien, mais... 7h35 Léo décide de descendre au sous-sol technique pour enquêter sur ces micro-anomalies. C'est là que se trouvent les principaux tableaux électriques, le cœur électronique de l'hôpital. Le sous-sol d'Édouard Herriot est un labyrinthe de câbles, de générateurs, de systèmes de secours. Léo connaissait chaque fil, chaque connexion. C'était son domaine absolu. Fluctuation de 0,3 volts sur le secteur B. Bruit harmonique de 60 Hz sur le transformateur principal, individuellement normal, mais le schéma général. 7h41. Léo était en train de régler un compteur lorsqu'il a senti une étrange vibration dans les structures métalliques. Et puis, 7h42. Toutes les alarmes de l'hôpital se déclenchent simultanément. Une situation jamais vue auparavant dans l'histoire de l'hôpital, une défaillance en cascade de tous les systèmes de survie. Unité de soins intensifs cardiaques, unité de soins intensifs pédiatriques, unité de soins intensifs neurologiques, maternité tous en panne en même temps. Urgence générale. Tous les équipements des soins intensifs sont en panne. Nous avons besoin d'une assistance manuelle immédiate. 17 patients gravement malades dépendaient directement d'équipements défaillants, respirateurs artificiels, moniteurs cardiaques, pompes à perfusion, dialyse d'urgence. Les générateurs de secours ont également connu des problèmes simultanés, ce qui est techniquement impossible, car il s'agissait de systèmes totalement indépendants. C'était comme si quelqu'un avait déclaré la guerre à tous les équipements simultanément.
En 15 ans de travail sur le terrain, je n'avais jamais rien vu de tel. C'était techniquement impossible, mais ça se passait sous mes yeux. Dr Martin, Léo. Où es-tu? On a un arrêt cardiaque au lit 7, le patient du lit 12 est en désaturation rapide, et on ne peut pas intuber le patient du lit 15 sans respirateur. À ce moment-là, en courant dans les couloirs de l'hôpital, Léo Bernard a vécu quelque chose qu'il avait juré ne plus jamais ressentir, le même désespoir absolu qu'il avait ressenti à 12 ans, lorsqu'il avait réalisé qu'il ne pouvait pas sauver Emma. C'était exactement comme mes cauchemars récurrents. Les machines tombaient en panne, les gens mouraient, et je ne pouvais tout simplement pas y remédier. Pour la première fois en 22 ans, ce sentiment d'impuissance totale est revenu avec une force dévastatrice. Léo avait exactement 23 minutes avant que les batteries de secours ne soient complètement déchargées. 23 minutes pour résoudre un problème qui mettait à l'épreuve toute son expérience et ses connaissances techniques. 15e minute depuis le début de la crise. Léo court entre les unités de soins intensifs, tentant d'effectuer un tri impossible. Quel équipement sauver en premier? Dr Martin, Léo, le patient du lit 3 est bradycarde, sa tension artérielle chute rapidement. Le respirateur manuel ne fonctionne plus. Combien de temps encore? Léo, essayant de garder le contrôle, 2 minutes, docteur. Donnez-moi juste 2 minutes pour identifier la source de la panne. 17e minute. Léo redescend au sous-sol technique. Ses mains, habituellement stables et précises, commencent à trembler légèrement. Léo, se parlant à lui-même, la voix accélérée, défaillance simultanée en cascade dans des systèmes indépendants, impossible selon toutes les lois de l'ingénierie, à moins que, non, cela n'ait aucun sens physique, les circuits de secours ne communiquent pas. Minute 18. Léo essaie une approche systématique, isoler chaque système, tester les connexions principales, vérifier les fusibles principaux. Mais chaque test a révélé la même conclusion impossible, tous les systèmes fonctionnaient techniquement, mais tombaient simultanément en panne. C'était comme si les lois de la physique avaient décidé de faire une pause. La tension et l'ampérage étaient corrects, mais l'équipement refusait de s'y conformer. L'infirmière a dit « Léo, nous avons encore 2 arrêts cardiaques. Les médecins pratiquent une réanimation cardio-pulmonaire, mais ils ne tiendront pas longtemps. » 20e minute. Pour la première fois de sa brillante carrière, Léo Bernard ne parvenait pas à trouver une solution logique, rationnelle et scientifique. Léo, d'une voix désespérée, j'ai essayé des contournements directs, des routages alternatifs, et même des protocoles expérimentaux qui auraient pu me coûter mon emploi. J'ai connecté des systèmes qui n'étaient pas censés communiquer, j'ai violé les codes de sécurité établis. Rien. Absolument rien n'a fonctionné. 21e minute. La dernière alarme de batterie de secours a retenti. Moins de 2 minutes avant l'effondrement total de tous les systèmes de survie. Et c'est alors que Léo Bernard, l'homme qui a construit toute son identité en niant toute force autre que la science, a fait quelque chose qu'il avait juré de ne plus jamais faire de sa vie. Emma, petite sœur, si tu es quelque part dans cet univers, s'il y a quelque chose au-delà de la matière et de l'énergie, j'ai besoin d'aide. Je sais que j'ai été un frère terrible après ta mort. J'ai brûlé tes affaires, j'ai renié tout ce en quoi nous croyions ensemble. Mais ces gens ne sont pas responsables de ma colère. Mon Dieu! Je sais que tu ne me dois rien après tout ce que j'ai dit, après tout le mépris que j'ai manifesté, mais ces 17 personnes sont innocentes. Elles ont fait confiance à la médecine, elles m'ont fait confiance. S'il te plaît, ne me laisse pas échouer à nouveau. Et puis, quelque chose d'extraordinaire a commencé à se produire. Léo m'a décrit ce qui s'est passé dans les minutes qui ont suivi comme l'expérience la plus réelle et la plus impossible de sa vie. Léo, voix tremblante d'émotion, soudain, le sous-sol est devenu complètement silencieux. C'était impossible, les alarmes sonnaient dans tout l'hôpital, on courait partout, on criait. Mais là, dans cet espace, il y avait un silence, comme je n'en avais jamais connu. Léo raconte qu'une première sensation physique est venue, l'air est devenu plus dense, plus chaud, comme si quelqu'un était entré dans la pièce. J'ai ressenti, comment le décrire à quelqu'un qui n'a jamais vécu ça, une présence. Ce n'est pas que j'ai vu quelque chose immédiatement. C'était comme si l'espace autour de moi était devenu sacré. Ça paraît fou, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et puis, Léo entendit une voix. Il tient à préciser, pas à travers ses oreilles, pas comme un son physique. C'était comme si quelqu'un parlait directement à sa conscience.
Une voix douce et profonde comme une expérience divine a dit, « Léo, tu n'es pas seul. » Léo se retourna lentement. Ce qu'il vit défie toute tentative de description scientifique. C'était une figure masculine, mais, comment expliquer, ce n'était pas vraiment physique. Je pouvais voir à travers lui, mais en même temps, il était plus solide, plus réel que tout ce qui se trouvait sous terre. Il portait quelque chose de simple, de blanc, mais ce n'était pas du tissu. C'était comme si la lumière elle-même avait pris la forme d'un vêtement. Mais ce sont les yeux, m'a dit Léo, qui l'ont convaincu qu'il ne s'agissait pas d'une hallucination causée par le stress. Ses yeux, mon Dieu, ses yeux. C'était comme s'il me connaissait depuis avant ma naissance. Il y avait là une profonde tristesse, pas pour lui-même, mais, une tristesse pleine de compassion. Comme s'il ressentait toutes les souffrances que j'avais jamais ressenties. Mais il y avait aussi un amour. Un amour que je n'avais jamais ressenti de personne, pas même de ma propre mère. Il était inconditionnel, éternel, sans jugement. Léo resta silencieux, paralysé entre la terreur absolue et une paix qu'il ne pouvait comprendre. Une voix douce était celle de Jésus et il m'a dit, « Tu as porté la douleur de la petite Emma pendant 22 ans, mon fils. Tu m'as reproché de ne pas avoir mis fin à ses souffrances. Je ne crois pas en, tu ne peux pas exister, c'est impossible. Je fais une dépression nerveuse. J'étais là, Léo. Quand Emma a rendu son dernier souffle, j'ai tenu son âme dans mes bras. Elle n'a pas souffert de sa mort. Sa dernière pensée consciente était pour toi. Quoi, qu'est-ce qu'elle pensait? Elle voulait savoir si tu irais bien. Si tu trouverais la paix. Si tu pouvais être heureux comme elle l'avait souhaité. Je lui ai promis qu'un jour tu comprendrais. Emma voit chaque vie que tu as sauvée grâce à ton équipement. Chaque enfant qui a survécu grâce à ton travail. Elle est fière de l'homme que tu es devenu. C'est à ce moment-là que Léo Bernard, pour la première fois depuis 22 ans, s'est permis de pleurer vraiment. Je ne pouvais pas m'arrêter. C'étaient des larmes que j'avais retenues pendant plus de 20 ans. Des larmes de colère, de désir, de culpabilité, de solitude, tout cela jaillissait en même temps. Et pendant tout ce temps, la présence attendait. Avec une patience infinie, comme un père attendant que son fils finisse de se défouler. Tu as consacré ta vie à sauver les autres, faute de pouvoir te sauver toi-même. Tu as transformé ta douleur en objectif, ta colère en compassion active. Ce n'est pas un manque de foi, Léo. C'est la foi en action. Mais je t'ai renié. J'ai dit des choses terribles. Je suis devenu athée par colère, par orgueil. Et pourtant, tu n'as jamais cessé d'aimer. Et ma vie dans chaque enfant que tu as sauvé. Je vois le cœur que tu cachais derrière les équations et les circuits. Ta science est l'un de mes langages, mon fils. Chaque loi physique que tu maîtrises, chaque machine que tu perfectionnes, est une collaboration avec moi dans l'œuvre de création. Mais que faire maintenant? Comment sauver ces gens? J'ai tout essayé. Tu sais déjà quoi faire. Tu l'as toujours su. C'est juste que tu n'as jamais cru ce que tu ne pouvais pas prouver. Vas-y maintenant. Utilise tes mains, ton esprit, mais cette fois, fais aussi confiance à ton cœur. Et puis, quelque chose d'impossible se produisit. Des connaissances pures, techniques et détaillées commencèrent à affluer dans l'esprit de Léo non pas sous forme de pensée ou de souvenir, mais sous forme de certitude absolue. Je savais exactement quel fil toucher, quelle connexion établir, comment contourner des systèmes dont j'ignorais l'existence. C'était comme si quelqu'un avait téléchargé un manuel de réparation directement dans ma conscience. Quand Léo ouvrit les yeux, il ne s'était même pas rendu compte qu'il les avait fermés, il était seul sous terre. Mais tout avait changé. 22e minute de crise. Moins d'une minute restait aux batteries de secours. Mais Léo Bernard n'était plus le même homme qu'il était descendu au sous-sol. Je me déplaçais avec une précision que je n'avais jamais connue auparavant. Mes mains savaient exactement où aller, quels outils utiliser, comment réaliser des connexions qui enfreignaient tous les manuels de sécurité. Tout d'abord, Léo a identifié quelque chose qui aurait dû être impossible à détecter, une interférence harmonique à une fréquence spécifique, causée par l'interaction entre le système électrique principal et un champ magnétique généré par un équipement de résonance. J'ai créé une dérivation temporelle à l'aide de câbles auxiliaires haute tension dont j'ignorais l'existence à l'hôpital. J'ai acheminé l'alimentation par les câbles de données eux-mêmes, les transformant en conducteurs primaires.
Les connexions réalisées par Léo au cours de ces 40 dernières secondes défiaient 3 lois fondamentales de l'électrotechnique. Plus tard, lorsque des ingénieurs expérimentés ont tenté de reproduire le processus, ils ont découvert qu'il était techniquement impossible que ces connexions maintiennent la tension nécessaire. Je ne pensais pas, je savais que chaque mouvement était correct. C'était comme si mes mains étaient guidées par une intelligence supérieure à ma propre expérience. 23e minute. Il reste 5 secondes aux batteries. Léo établit la connexion finale et chuchota. Emma, c'est pour toi. Pour tous les enfants que je peux encore sauver. Et puis, comme un orchestre qui reprend vie après un silence, l'équipement a commencé à répondre. D'abord, le respirateur du lit 7 de l'unité de soins intensifs cardiaques. Un bip, puis un autre, puis le rythme régulier de la respiration artificielle. Ensuite, les moniteurs cardiaques de l'unité de soins intensifs pédiatriques, bip, 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 chaque battement représente une vie sauvée. Unité de soins intensifs neurologiques, les pompes à perfusion sont de nouveau opérationnelles. Maternité, les couveuses pour prématurés ont redémarré. Centre chirurgical, le matériel d'anesthésie a repris son fonctionnement normal. Exactement 4 minutes et 23 secondes après la dernière connexion de Léo, l'ensemble de l'hôpital Édouard Herriot fonctionnait parfaitement. Mieux que parfaitement, l'équipement fonctionnait avec une efficacité supérieure à la normale. Le docteur Martin crie, « Léo! Léo, tu as réussi. Tous les patients sont non seulement stabilisés, mais ils réagissent mieux que prévu. Comment as-tu su exactement quoi faire ? 17 vies sauvées. Aucun décès. Aucune séquelle. Certains patients ont même montré une amélioration inexplicable de leur état dans les heures qui ont suivi. Quand mes collègues m'ont demandé comment j'avais résolu le problème, je n'ai pas réussi à l'expliquer de manière cohérente. J'ai essayé de dessiner un schéma de la solution sur papier, mais je n'ai pas réussi à le reproduire. C'était comme si la connaissance technique était arrivée, avait rempli sa fonction, puis, s'était dissipée. Seule subsistait la certitude inébranlable qu'elle avait fonctionné. Mais le véritable miracle, l'événement qui convaincrait même le plus sceptique des sceptiques, restait encore à venir. À 15h30, Léo était dans son bureau, essayant encore de digérer tout ce qui s'était passé, s'interrogeant encore sur sa propre santé mentale, lorsqu'il a reçu un appel qui allait changer sa vie à jamais. « Monsieur Bernard ? Je suis Marie Leclerc, infirmière en chef du service de réanimation pédiatrique de l'hôpital Saint-Joseph. Désolé de vous déranger, mais nous avons ici une situation assez inhabituelle. » Quel genre de situation, madame ? Nous avons une patiente de 6 ans, Emma, admise aujourd'hui pour une leucémie aiguë lymphoblastique. Elle vous a demandé expressément. Par votre nom complet. Excusez-moi, vous avez dit. Emma ? Oui, Emma. Le fait est qu'elle t'a décrite avec un niveau de détail incroyable, ta taille exacte, la couleur de tes yeux, et même la petite cicatrice sur ton sourcil gauche. Mais nos archives confirment que vous ne vous êtes jamais rencontrés. Léo n'avait jamais travaillé à l'hôpital Saint-Joseph. Il n'avait jamais rencontré d'enfant prénommé Emma Dubois. Et les enfants de 6 ans atteints de leucémie ignorent généralement l'existence des ingénieurs biomédicaux, et encore moins demandent-ils leur nom complet. Mais il y a plus, monsieur Bernard. Elle a prononcé une phrase très précise, que je dois répéter exactement comme elle l'a dite. Dis à Léo qu'Emma a dit que tout allait bien maintenant et qu'il n'avait plus besoin de faire de cauchemars. Elle est contente qu'il ait réappris à pleurer. Léo Bernard a lâché le téléphone. Pendant de longues minutes, il est resté assis dans son bureau, essayant de comprendre l'impossible. Personne n'était au courant de mes cauchemars. Personne au monde ne savait que j'avais pleuré au sous-sol quelques heures auparavant. Comment un enfant de 6 ans, admis dans un autre hôpital, pouvait-il connaître des détails de ma vie que je n'avais jamais racontés à personne ? 2 heures plus tard, Léo était à l'hôpital Saint-Joseph, au chevet de la petite Emma. La première rencontre entre Léo et la petite Emma Dubois fut, selon les témoins, le moment le plus émouvant auquel ils aient assisté en des décennies de médecine. « Tu es Léo. Je savais que tu viendrais. L'autre Emma a dit que tu étais très doué avec les machines. » Elle, l'autre Emma ? Oui. Elle a les cheveux comme les miens, mais plus clairs. Elle a dit qu'elle était ta petite sœur et que tu t'occupais des enfants malades parce que tu l'aimais beaucoup. À ce moment-là, Léo Bernard a entamé une transformation qui allait prendre des mois, mais qui a commencé cet après-midi de septembre. Les mois suivants furent une profonde reconstruction intérieure.
Non pas une conversion spectaculaire avec Alléluia et baptême public, mais quelque chose de bien plus subtil, profond et durable. Une semaine après les événements à l'hôpital, Léo a fait quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis une décennie et demie, il s'est rendu à Annecy pour se rendre sur la tombe de sa sœur Emma. J'y suis resté 3 heures. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis mon enfance, mais c'était des larmes pures. Je me suis excusé pour toute cette colère, pour avoir brûlé ses affaires, pour avoir renié Dieu à cause de ce qui lui était arrivé. Et pour la première fois en 22 ans, j'ai eu l'impression qu'elle m'entendait. Ce n'est pas fou, je connais la différence entre l'imagination et la présence. J'ai ressenti une légèreté, comme si un poids énorme avait été enlevé de mes épaules. 3 semaines plus tard, Léo prend une décision qui surprend tous les collègues d'Édouard Herriot, il demande un transfert partiel à l'hôpital Saint-Joseph. Dr Martin, Léo, tu es sûr? Saint-Joseph est spécialisé en oncologie pédiatrique. C'est beaucoup plus éprouvant émotionnellement, et le salaire est 40% inférieur à celui d'ici. Docteur Martin, pour la première fois en 22 ans, je sais exactement où je dois être. Là où je suis censé être. En travaillant à temps partiel à Saint-Joseph, Léo a découvert quelque chose qu'il n'avait jamais expérimenté auparavant, un but qui allait au-delà de la technique. Il a commencé à parler aux petits patients, ce qu'il avait toujours évité tout au long de sa carrière. « Monsieur Léo, êtes-vous vraiment un ange ?» Maman disait que lorsqu'on parle aux machines, elles deviennent heureuses. Je ne suis pas un ange, ma petite. Je suis juste un ingénieur qui a appris que les machines fonctionnent mieux quand on met de l'amour dans son travail. À Saint-Joseph, Léo a développé des protocoles révolutionnaires qui ont augmenté de 35% le taux de survie des enfants atteints de leucémie. Mais ce qui l'a le plus marqué, ce sont les conversations avec les plus petits. Ils m'ont appris des choses qu'aucune université n'enseigne. Comment la foi peut coexister avec la connaissance scientifique. Comment l'espoir n'est pas un déni de la réalité, mais une confiance en des possibilités que notre logique ne peut pas calculer. 4 mois après l'incident, Léo a fait quelque chose d'encore plus surprenant pour ceux qui le connaissaient, il a recommencé à fréquenter l'église. Ce n'était ni dramatique ni soudain. J'ai commencé à venir à la fin de la messe du dimanche, à rester au fond, juste, à écouter. Après tant d'années à me parler à moi-même avec des machines, j'ai voulu essayer de reparler à Dieu. Je ne suis plus le petit garçon de 8 ans qui voulait être enfant de cœur. Je suis un adulte qui s'interroge, qui doute, qui a besoin de preuves. Mais je sais maintenant qu'il y a des domaines où la raison seule ne suffit pas. Léo a également instauré un rituel, chaque premier vendredi du mois, ils seront sur la tombe de sa sœur Emma. Mais désormais, au lieu de s'exprimer avec colère ou culpabilité, il apporte des fleurs et de la gratitude. Je lui parle. Je lui parle des enfants que j'ai aidés, des nouveaux équipements que j'ai développés. Et parfois, lorsque je conçois quelque chose de complexe, j'ai des idées que je ne parviens pas à expliquer rationnellement. C'est comme si quelqu'un me murmurait la solution à l'oreille. Ce pourrait être une intuition acquise par l'expérience, ou ma petite sœur qui m'aide à aider d'autres enfants. Et la petite Emma Dubois? Son rétablissement a été qualifié d'exceptionnel et inexplicable par les oncologues. Elle est en rémission complète depuis 14 mois. Léo la suit personnellement et s'assure que tout son matériel de traitement fonctionne parfaitement. Monsieur Léo est mon ange gardien. Il parle aux machines dans leur langue, et elles sont contentes, dit Emma. Mais peut-être que la transformation la plus profonde de Léo est invisible pour les autres, pour la première fois en 22 ans, il ne fait plus de cauchemars à propos d'Emma. Maintenant, quand je rêve d'elle, ce sont des rêves lumineux. Elle apparaît souriante, jouant avec d'autres enfants dans un endroit lumineux. Et elle me dit toujours, merci, grand frère. Continue à t'occuper des petits comme moi. Léo Bernard a maintenant 35 ans. Il est toujours ingénieur biomédical, il fait toujours confiance à la science et remet tout en question avec une rigueur intellectuelle. La différence, c'est qu'il fait désormais aussi confiance au mystère. L'histoire de Léo Bernard nous enseigne profondément la nature de la foi, de la science et de la condition humaine. Il a découvert que nous n'avons pas à choisir entre la raison et la spiritualité, nous pouvons les embrasser comme autant de facettes complémentaires d'une vérité plus grande. Léo m'a dit quelque chose que je veux partager avec vous, et c'est peut-être le message le plus important de cette histoire. Pendant 22 ans, j'ai utilisé la science pour échapper à la douleur émotionnelle. Je pensais que les explications rationnelles pouvaient guérir un cœur brisé, que les équations pouvaient remplacer le besoin de faire confiance à quelque chose de plus grand que ma propre compréhension.
Mais j'ai découvert que la véritable guérison ne survient pas lorsque nous cessons de ressentir la douleur, mais lorsque nous cessons de la fuir. Et que faire confiance ne signifie pas abandonner la raison. Cela signifie accepter qu'il existe des mystères que notre esprit ne peut résoudre, mais que notre cœur peut embrasser. Peut-être entendez-vous cette histoire à un moment où votre propre logique ne vous soutient plus. Ou peut-être portez-vous de vieilles blessures qui saignent encore quand personne ne vous regarde. Peut-être avez-vous construit des murs de rationalité pour vous protéger des déceptions passées, ou peut-être êtes-vous comme Léo, quelqu'un qui doute de tout ce qu'il ne peut pas prouver scientifiquement. Si l'histoire de Léo vous a touché d'une quelconque manière, j'aimerais en entendre parler dans les commentaires. Première question, y a-t-il une douleur ancienne dans votre vie qui influence encore vos décisions et vos croyances aujourd'hui? Avez-vous déjà eu recours au travail, aux études ou à toute autre activité pour éviter d'affronter une blessure émotionnelle profonde? Deuxième question, à quel moment de votre vie avez-vous senti qu'il y avait quelque chose qui dépassait toute explication rationnelle? Ou peut-être attendez-vous encore ce moment de lucidité? Troisième question, comment équilibrez-vous ou essayez-vous d'équilibrer votre besoin de preuves logiques avec votre intuition sur les mystères qui ne peuvent être prouvés? Vos expériences personnelles peuvent inspirer d'autres auditeurs qui traversent des difficultés similaires. N'hésitez pas à partager, parfois, notre vulnérabilité est exactement ce dont quelqu'un a besoin pour se sentir moins seul. Et si vous sentez que vous avez besoin de plus d'histoires vraies comme celle-ci, des histoires qui montrent qu'une transformation profonde est encore possible, que des miracles se produisent encore même chez les plus sceptiques, alors abonnez-vous à notre chaîne Histoire de transformation spirituelle et activez la cloche. Chaque semaine, je vous propose des histoires authentiques de personnes qui ont trouvé la lumière dans leurs moments les plus sombres, l'espoir dans leurs circonstances les plus désespérées et le sens dans leurs événements les plus déroutants. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si cette histoire vous a fait réfléchir à votre propre cheminement spirituel, intellectuel ou émotionnel. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que nous ne sommes pas seuls dans cet univers, qu'il existe quelque chose de plus grand que notre compréhension limitée, quelque chose qui nous aime inconditionnellement. Parce que parfois, mes amis, le plus grand miracle n'est pas de changer les circonstances extérieures qui nous entourent, c'est de changer le cœur et l'esprit qui observe et interprète ces circonstances. Avant de vous dire au revoir, je veux partager avec vous ce qui s'est passé la dernière fois que j'ai parlé avec Léo Bernard, il y a à peine 2 semaines. Il m'a parlé d'un nouvel enfant à Saint-Joseph, un garçon de 9 ans, lui aussi atteint de leucémie, lui aussi sceptique à l'égard de tout ce qu'il ne peut ni voir ni toucher. Il me fait beaucoup penser à moi à 12 ans. Il pose des questions impossibles. Pourquoi Dieu laisse-t-il les enfants tomber malades? Si les miracles existent, pourquoi ai-je besoin de médicaments? Vos machines fonctionnent-elles grâce à Dieu ou à la science? Et vous savez ce que je dis? Je dis que les meilleures questions n'ont pas de réponse simple. Qu'il est possible de croire à la science et au mystère. Que Dieu peut utiliser nos mains et notre intelligence pour accomplir des miracles. Léo m'a aussi dit qu'Emma Dubois, aujourd'hui âgée de 7 ans et en rémission complète depuis 14 mois, lui avait dessiné quelque chose de spécial la semaine dernière. Regardez, monsieur Léo. Je vous ai dessiné en train de réparer un cœur brisé. Pas un cœur humain, mais un cœur mécanique qui sauve des gens. Sur le dessin, il y a 2 personnages, Léo avec ses outils, et à côté de lui, une fille blonde, qu'Emma appelle la petite sœur de Léo, qui lui montre où il doit réparer. Aujourd'hui, je sais que je n'ai pas à choisir entre honorer Emma par la science ou par la foi. Je peux faire les deux. Chaque appareil que je répare, chaque vie que je contribue à sauver, est une prière en action. Et quand j'ai demandé à Léo quel conseil il donnerait à quelqu'un qui a perdu la foi, il a dit: ne forcez rien. Ne prétendez pas ressentir ce que vous ne ressentez pas. Mais autorisez-vous à poser de nouvelles questions. Et surtout, n'ayez pas peur de laisser le mystère rester un mystère. Parfois, ne pas comprendre est le début d'une compréhension plus profonde. Et la petite Emma Dubois? Le mois dernier, elle a posé une question qui a laissé tous les médecins perplexes. Pourquoi êtes-vous surpris quand les gens guérissent? N'est-ce pas à cela que servent les hôpitaux? Parfois, mes amis, la sagesse vient de la bouche des enfants. Parfois, les miracles se produisent quand on cesse de douter de leurs possibilités. Et parfois, la plus grande transformation ne se produit pas lorsque nous trouvons toutes les réponses, mais lorsque nous faisons la paix avec les bonnes questions. À la semaine prochaine, mes amis. Puissiez-vous trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire de vos vies. Que la science éclaire vos esprits, que la foi réchauffe vos cœurs et que toutes deux œuvrent ensemble pour faire de vous des instruments de guérison dans ce monde.